début de cette guerre, chaque mois de février, c'est-à-dire au moment où ça s'est enclenché, on a fait une émission là-dessus. Tout à fait. Parce que j'ai jamais voulu lâcher sur... Et aujourd'hui, je parle comme militant de la paix. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas pour la guerre. Je suis un militant de la paix. Mais tu comprends, être militant de la paix, ça ne veut pas dire sauter sur son fauteuil comme un cabri en disant la paix, la paix, la paix. Pour construire la paix, pour être un militant de la paix, il faut comprendre pourquoi il y a eu la guerre. Si on ne plonge pas dans les abysses du pourquoi, on reste à la superficie des choses. Alors pourquoi il y a eu la guerre? Alors, il faut se rappeler au début, je vous rappelle que ce sont les États-Unis de Biden qui ont alerté le monde entier sur le fait que la guerre allait avoir lieu. Et moi, je considérais que, je vais te dire, je me suis planté, je considérais que c'était de l'idéologie, de la propagande, et que jamais Poutine ne ferait la guerre et ne rentrerait en Ukraine. Je me suis planté. J'ai mis 3 mois à comprendre. C'est plutôt rare Non, mais que tu te plantes. Non, mais pourquoi? Parce que dans ma tête, Poutine est quelqu'un qui est un joueur d'échecs, il pratique le judo, c'est quelqu'un de froid, contrairement à tout est... Alors, à la limite, tu peux dire, c'est quelqu'un de froid comme une lame de couteau. Il a un raisonnement, il a un raisonnement politique. Et pour moi, vu ce qu'était la Russie à l'époque, comment elle se redéveloppait, qu'elle avait réussi à construire Nord Stream par les échanges économiques avec l'Allemagne, elle était en redéveloppement, c'est incontestable. Et donc, il n'avait pas, si tu veux, d'intérêt particulier à rentrer en guerre et notamment à rentrer en Ukraine. D'accord ? Et donc, il m'a fallu 3 mois pour comprendre. Mais la cause de la guerre, il y en a 4. Hein, je vous l'ai dit, je vous les brosse très vite. C'est pétrole, gaz, dollars, volonté des États-Unis de Biden que l'Empire ne soit pas remis en cause. Or, le problème, c'est que la Russie de Poutine, je précise la Russie de Poutine, pas la Russie d'Eltsine. Eltsine était un allié objectif des États-Unis et un buveur de vodka. Donc, il a massacré le pays. C'est lui qui a fait ce qu'on appelle les oligarques. Les vrais oligarques russes, c'est lui qui les a fait. Il a privatisé l'économie à tout va et la Russie était en destruction. Il y a des tableaux démographiques qui montrent la chute de la population russe et la chute de sa démographie. Il y avait de l'alcool partout, de la drogue partout. Bon, Et du banditisme partout. Et du banditisme, absolument. Et du banditisme d'ailleurs. C'était la loi des mafias. C'était la loi. C'est toi qui le dis, je suis entièrement d'accord. Et en fait, Poutine, quoi qu'on en pense, je veux dire, je ne suis pas son ami, hein, et ce n'est pas un ami politique. Mais Poutine, contrairement à tout ce qu'il racontait dans les médias, parce que c'est ça que je dénonce, Poutine, il n'est pas seul. Il a mis en place des équipes, notamment au niveau de sa banque centrale, au niveau économique, au niveau Serge Lavrov, qu'on prend pour un con, mais c'est un des plus puissants ministres des Affaires étrangères au monde. Et il est écouté dans le monde entier. Parce que lui, il dit les choses que fait la Russie. D'accord ? Hein, quand la Russie a alerté qu'ils avaient des missiles particuliers qui pouvaient péter sans dynamite à l'intérieur, ça s'est concrétisé, ça a été Oshnik. Bon, et on a vu la dévastation que ça pouvait faire. Donc, si tu veux, la différence entre l'Occident, qui est plein de paroles, mais qui fait jamais rien, et la Russie de Poutine, qui est une autre histoire, une autre culture, liée d'ailleurs à sa géographie, sa position, ses 11 fuseaux horaires, etc., etc. C'est le plus grand pays au monde, avec 13 religions à l'intérieur, 12 républiques, un nombre d'omblasts, de grandes régions, et des républiques autonomes, parce que ça, on ne le sait pas. Mais la Russie est constituée de 12 républiques autonomes. C'est une fédération. C'est une fédération. C'est une fédération. Et Poutine Ancienne URSS, évidemment. Il faut le dire, est soutenu aujourd'hui, et les sondages ont été faits par les Occidentaux, par 85% de sa population. Non, alors là, je t'arrête parce que les sondages dans ce pays-là... Non, occidentaux. Ah, soutenu par 80% des Occidentaux. Non. Des Russes. 85% des Russes, à l'heure actuelle, soutiennent Poutine. Et ça, c'est... Mais les médias occidentaux. Non. Si, non.
Non, Honnêtement, vérifie. Je ne peux pas adhérer à Vérifie, ce constat vérifie. parce que Mais tu sais pourquoi? rien n'est fiable. Mais c'est simple. Mais non. L'information n'est Je pas te parle- fiable dans ce pays. Je te parle pas des élections, je te parle des sondages. Même les Et des- sondages, non. c'est- C'est Il des parle de sondages sondages qui ont été faits. occidentaux. Voilà. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais c'est les sondages Mais occidentaux. pourquoi? Pas parce qu'ils aiment Poutine, et parce que Poutine a redressé la situation sociale, économique, démographique des Russes. C'est tout. Et ça se voit sur les graphiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le salaire moyen en Russie progresse de 25%. Parce qu'on te dénonce l'inflation qui est à 10%, mais le salaire moyen en Russie augmente de 25%. Il n'y a pas de chômage. Et il y a une industrialisation qui est de masse, qui fait d'ailleurs que la raison pour laquelle les États-Unis se prennent une raclée au niveau militaire, c'est pas leur système technique. Et c'est là où ça renvoie, parce que je le dis dans mes papiers, ça renvoie à la guerre du Vietnam. Pourquoi les Américains ont perdu la guerre du Vietnam? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que d'abord, il y avait un mouvement de libération au Vietnam, hein, alors mené par les communistes, mais il y avait un mouvement de libération contre la colonisation. Au début, contre les Français, ça a été Bien Bien Phu, et un certain Le Pen, bon, qui a pratiqué la torture. Et puis, après, ça a été les Américains, et les Américains sont arrivés avec leur technologie. Comme aujourd'hui en Ukraine. Or, il faut savoir que leurs fusils mitrailleurs étaient plus performants que les Kalachnikov rudimentaires, mais réparables dans la jungle, à coups d'élastique, tandis que les fusils, dont j'ai plus le nom, les fusils américains, étaient très technologiques, mais dans la jungle, s'enrayaient tout le temps. Ouais. Et donc, cette supériorité technologique sur la réalité matérielle du terrain, c'est péter les dents. Il y a aussi le mouvement de contestation aux États-Unis. Absolument, 69. De la population qui tout a joué, tout a joué. Réfléchir le gouvernement américain. Ça, exact. Non, mais j'allais venir. Il n'est pas en Russie pour le moment où il y a le mouvement de population qui aurait peut-être qui voudrait se manifester contre la guerre et certainement contrôler, maîtriser, sinon réprimer. Non, tu as 15% de la population qui contre la guerre et la manière dont Poutine fait. 15%. Si, non, 15%, c'est les sondages. Je suis d'accord, mais ces sondages-là, à mon avis, pour moi, je n'y adhère pas parce qu'on ne peut pas avoir des sondages dans un pays totalitaire. Vérifie. On aura l'occasion de vérifier, mais tu as le droit d'avoir cette liberté-là. On revient, Fabrice, sur l'horreur de la guerre en Ukraine et notamment l'horreur de la propagande occidentale. Il est 9h10 sur les ondes de Radio Galère. Je vous rappelle quand même qu'au début de la guerre, on a traité Poutine de fou, ce qui expliquerait son offensive en Ukraine. Puis on a dit qu'il était malade, qu'il avait 10 cancers, que sa main tremblait. 3 ans après, il est toujours là, il est en bonne santé, il fait toujours du judo, il fait du cheval. Voilà. Hein. Et puis alors, là j'en viens à un truc, parce qu'à un moment donné, les médias, ça devient insupportable. Il y a eu cette annonce sur LCI, Octobre Rouge, c'était octobre de l'an dernier, Octobre Rouge pour l'armée russe, 1500 soldats touchés par jour. Alors vous faites le compte, 1500 que multiplie 30 jours, que multiplie 12 mois, ça fait 540 000 soldats en moins par an, que multiplier 2, et j'avais calculé que sur 2 ans au moment où j'ai écrit le papier, ça fait 1 800 000 soldats en moins. Alors, fais les comptes. Les Russes, ils sont partis au début avec 350 000 militaires. Puis ça a été porté à 500 000 et puis 1 million. Il aurait fallu 2 armées russes. Dans le cas d'une démographie qui n'est pas... Parce que la Russie, c'est 170 millions d'habitants, mais leur taux de natalité est assez bas. Et si tu veux, le plus gros problème de la Russie de Poutine aujourd'hui, c'est la démographie. C'est ça son plus gros problème. Comme les autres pays occidentaux. Oui. Et à côté de ça, par contre, et ça les médias occidentaux le reconnaissent, pour un obus ukrainien tiré, il y en a 10 qui sont tirés. Et là, je conseille fortement... Plus la domination aérienne. Hein. Voilà, mais je vais venir. Sans compter la manière qu'ont les Russes de faire la guerre. Et tu peux rappeler le bouquin, hein, il est intéressant. Jacques Beau, L'art de la guerre russe. Comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec. Et tu apprends que comme les Russes n'ont pas beaucoup de soldats, contrairement à ce qu'on dit, ils sont économes de leurs hommes. Comment ils font? Ils cassent tout. Mais d'ailleurs, on l'a vu à Bakhmout, on nous a montré les images.
Chaque village qu'ils essayent de conquérir, c'est d'abord des bombes de partout, avec les bombes volantes. Alors, t'imagines, c'est des cons les Russes. Hein. Ils ont pris leurs anciennes bombes d'il y a 20 ou 30 ans, ils ont mis dessus des ailettes, un GPS, c'est transporté par avion jusqu'au niveau de la frontière, c'est lâché, la bombe est planante, elle est guidée par GPS sur les lignes ukrainiennes. Et c'est des bombes de 500 kilos à 1000 kilos. Donc et d'ailleurs, les Ukrainiens les craignent comme la peste, puisque plus c'est guidé. Et ils sont partis d'un vieux matériel. Tu vois, comme c'est des cons. Hein. Le problème, c'est que quand tu étudies la Russie sortie des lunettes de l'Occident, tu apprends que le nombre d'ingénieurs pour 1000 habitants est supérieur en Russie qu'aux États-Unis. La guerre des drones, c'est eux qui sont en train de la gagner. Parce qu'ils ont des jeunes techniciens formés dans les universités de Moscou et d'ailleurs, qui sont des experts dans ces matériaux. Et la guerre des drones joue énormément dans cette guerre. Donc si tu veux, quand tu tires le fil des informations occidentales, tu te rends compte que c'est du mensonge permanent. Donc il faut s'en sortir. Après, on a dit, la Russie de Poutine ne veut pas s'arrêter. Aux frontières de l'Ukraine, ils veulent faire la guerre aux Européens. Alors là, mais c'est facile à montrer que c'est faux. Et en vous envoyant les papiers, je vous ai montré les graphiques. Comme il a un problème démographique, je veux dire, mener une guerre, c'est certes du matériel, mais il faut des hommes, il faut des soldats. Or, il n'a pas la population suffisante en rapport à la population occidentale et de l'OTAN pour mener une guerre contre l'Europe. Tu comprends là? C'est pas du sentiment là. Pas contre l'Europe, mais peut-être certains pays d'Europe. Non, oui, mais c'est pas possible puisqu'ils sont tous à l'OTAN maintenant, tous. La Suède, la Norvège, la Finlande, ils y ont tous été. Oui, les pays scandinaves. Or, tu as l'article 5 de l'OTAN qui stipule que chaque pays de l'OTAN attaqué vaut pour tous les pays de l'OTAN. C'est juste, oui. Donc tu aurais une réaction immédiate. Il le sait, il n'est pas con. C'est un joueur d'échecs. Non. Ce qu'il veut, et depuis le début, il veut la paix. Il n'a jamais voulu la guerre. Jamais. C'est parce que l'OTAN... C'est le vieux proverbe, qui veut la paix fait la guerre, c'est ça? Non. Ah, ça se tient aussi. Non. Ah, c'est un proverbe connu, ça. Oui, mais ça, justement, c'est vieux. C'est vieux. C'est ce qui est dit. Pourquoi les États-Unis savaient que Poutine allait rentrer et ils l'ont affirmé avec force avant que ça se passe? Parce que les troupes russes étaient amassées sur Non, la non, mais attends, non. Mais tu amasses des troupes de l'OTAN à la frontière de la Russie, ça ne veut pas dire que tu rentres en Russie. Non, mais pas si énorme que les troupes russes. Non. C'était un mouvement d'entraînement. Bon. Pourquoi d'entraînement, pourquoi les Américains ont été si sûrs? Parce que depuis 1956 et l'affaire des missiles de Cuba, qui a failli dégénérer en guerre mondiale, j'entends plus rien. Non, c'est bon, tu peux continuer. On t'entend très bien, Fabrice. Depuis 1956, il a été mis au point un système direct entre le président des États-Unis et le président de la Russie, qui s'appelle le téléphone rouge. C'est-à-dire qu'en cas de gros problèmes ou d'alerte, avant d'envoyer les missiles, ils se téléphonent. Heureusement. Et je peux te dire qu'en fait... Tout va bien, on vous entend. Poutine a appelé Biden et lui a dit, si vous maintenez votre projet de faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN, si vous continuez votre progression de l'OTAN, si vous continuez les bombardements sur le Donbass, parce que la guerre elle a commencé en 2014 et pas en 2022, alors j'interviens en Ukraine. Et il a fait quelque chose, alors c'est jamais raconté, mais il a fait quelque chose de tout à fait légal. Il faut savoir que la Charte des Nations Unies stipule qu'un pays peut protéger un autre pays sur appel de ce troisième pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu les républiques autonomes du Donbass. À partir de là, c'était des républiques autonomes.
donc des pays, des nations. Non, mais là, c'est illégal. Non, attends. C'était illégal, puisque c'est des pays qui ont fait... C'est des parties d'un pays... Mais pourquoi ils étaient bombardés? Il nous reste 10 petites minutes sur les ondes de Radio Galère. Mais ils ont fait sécession parce qu'ils étaient bombardés. Non, ça a été montré. Ça a été montré. Ça a été montré. Et regarde que toute la défense ukrainienne, elle se fait sur les frontières du Donbass. Alors, je veux avancer sur un papier que j'ai fait qui me semble très important, que j'ai intitulé « La grande défaite américaine ». Il y a plusieurs défaites dans la défaite américaine. Il y a d'abord une défaite symbolique. Une défaite symbolique d'abord, car quand demandant à l'ONU un vote de sanctions contre la Russie, les États-Unis ne furent accompagnés que par les pays occidentaux. C'est-à-dire les 2/3 des pays du monde membres effectifs de l'ONU se sont soit abstenus, soit votés contre. Et en expliquant une chose, tu écoutais la position du Brésil ou de la Chine, qui est un allié objectif et matériel de la Russie, leur déclaration était toute simple. On n'est pas pour la guerre, on est contre cette guerre, mais c'est la vôtre. C'est la vôtre au sens, c'est votre guerre occidentale. Et c'est votre guerre entre les États-Unis et la Russie, ça ne nous regarde pas. Nous sommes d'accord? La deuxième raison, une défaite territoriale. Une défaite territoriale ensuite du fait des avancées russes sur le front du Donbass tel que le révèle la carte. Je te rappelle qu'au moment de la contre-offensive ukrainienne, les soldats russes étaient si mal équipés, les généraux russes étaient tellement nuls qu'on s'attendait à voir débarquer les soldats ukrainiens à Moscou au bout de 15 jours. La réalité matérielle a montré l'inverse. C'était aussi l'inverse. On s'attendait à voir les Russes aller à Kiev très rapidement. Non, mais, au début. Oui. Et la réalité... ça, ce sont les médias. Jamais Poutine n'a dit ça. Il a parlé d'opération spéciale. Il parle très peu, ça, je suis d'accord avec toi. Mais on s'attendait aussi qu'en 2 minutes l'affaire était réglée. Et au bout de 3 ans, c'est toujours pas réglé. Alors, tu sais pourquoi, par exemple, il y a eu une opération militaire menée par les Russes par le nord, parce qu'en fait, le début de l'attaque, c'est le Donbass, c'est le sud. Puis après, il y a eu une colonne de chars, de blindés et de véhicules et de militaires russes qui est passée par le nord, donnant le drame de Butcha, dont on ne connaît pas la réalité. Il ne faut pas se tromper. Il n'y a pas d'enquête internationale neutre. Donc on sait qu'a priori, tel que présenté par les médias occidentaux, ce sont les Russes qui ont massacré à Butcha, mais on n'a pas les preuves et il n'y a pas eu d'enquête internationale. Donc on ne peut pas, dans ces conditions, juger de manière tranquille. Parce qu'un jugement, c'est pas les gens qui sont acteurs du truc qui peuvent juger, que des personnes extérieures. Tu sais pourquoi ça a été fait? Ça a été fait pour immobiliser les divisions ukrainiennes qui auraient pu aller dans le Donbass et qui ont été obligées de se coller sur le nord. Ils se sont arrêtés à Butcha parce que leur consigne, c'était de s'arrêter à Butcha, pointe à la ligne. Et ça a gelé toute une partie des divisions ukrainiennes pour permettre les offensives sur le sud. Une défaite militaire du fait de l'incapacité militaire américaine à empêcher ces avancées sur le terrain, avec la fourniture des équipements. Sais-tu que les chars Bradley, Bradley, ça c'est les Anglais, et Américains, j'ai plus leur nom, Abrams, en fait, ils étaient conçus pour le désert, puisque à l'époque, l'organisation militaire, tant pour les Anglais, c'était en Irak. C'était en Irak. Et il est évident qu'arriver sur le terrain qui n'a rien à voir avec le désert de l'Ukraine, qui est plutôt l'inverse, ils se sont enfoncés et en plus... Dans la boue, ils sont enfoncés dans la boue. Absolument, voilà. Et ils ont été détruits. C'est ça la réalité. C'est-à-dire tu retrouves là une réplique de ce qui s'est passé au Vietnam. Tellement technologique qu'ils se prennent une raclée. Une défaite industrielle du fait de l'incapacité industrielle américaine à faire face aux besoins en armes suffisants. Jamais assez, tu remarqueras. On a toujours aidé, au niveau, en admettant que ce soit une aide, moi j'appelle ça un enfoncement, mais on a toujours aidé l'Ukraine de manière trop tardive et de manière insuffisante. On est d'accord? Bien. Une défaite technologique du fait que les équipements modernes américains n'ont pas surpassé la médiocrité russe. C'était, je m'en rappelle, le même argument technologique fusil M14 qui devait permettre la victoire
au Vietnam. Or, si plus moderne et plus performant dans la jungle, ce fusil se déréglait, donnant en bout de course l'avantage à la Kalachnikov, plus rudimentaire, mais plus solide et réparable sur place, à coups d'élastique. C'est ça la réalité. Bon. L'avantage technologique spécifique d'une arme ne vaut que si elle est effective en situation de combat. Dans le cas inverse, l'avantage technologique se transforme en obstacle. Une défaite économique. L'un des objectifs de la guerre était d'imposer à la Russie un recul économique avec notamment la fin des contrats de gaz avec l'Europe, Nord Stream. Dans le réel, la Russie a juste réorienté son commerce vers l'Asie. Donc c'est encore une défaite. Une défaite politique. Attention, il a réorienté son commerce, mais il a été obligé de vendre à des prix beaucoup plus bas. Ce qui lui fait que le marché. Non, mais il est obligé, parce qu'il a des embargos, donc il brade, enfin il brade pas, mais il vend à prix plus bas et les autres profitent de ce pétrole beaucoup plus cher. Mais donc ils perdent de l'argent. Non, mais Christian est bien éclairé sur le dossier de l'Ukraine, tu l'as remarqué. Il nous reste 3 petites minutes sur les zones de galère. Tu sais pour conclure. On est là pour aussi contester Une défaite politique aux yeux du monde, cette guerre américaine était une défaite politique américaine. Voilà qu'avec cette guerre, il fallait empêcher le retour de la Russie dans le concert des grandes nations. Non seulement du fait de sa capacité à résister à l'Empire, elle démontre son existence comme grande puissance, mais aux yeux du monde, elle devient la nation qui aura su dire « niet » à l'Empire. Donc c'est encore une défaite géopolitique au niveau mondial. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Mais depuis, il y a eu les BRICS. Et les BRICS, c'est une attaque directe contre la domination du dollar. C'est-à-dire que l'objectif qui devait empêcher la Russie a encore échoué. Donc, si tu veux, sur tous ces plans, c'est un échec patent. Et là, on a appris dernièrement, parce qu'il faut que je conclue, donc, malheureusement, on a appris dernièrement que... ouais, j'ai une poésie pour la fin. La poésie, c'est le plus important dans ce monde terrible. Donc, il y a eu... là, je vous ai envoyé d'ailleurs les documents hier. Il y a eu coup sur coup un article sur Slate. Slate, c'est pas un journal communiste. Hein. Et puis sur Yahoo, que il y avait à la fois un dépeçage de l'Ukraine, puisqu'une partie de l'Ukraine qui a été constituée en 1945 était une partie des territoires de la Pologne, du fait de sa position de soutien à l'hitlérisme, a été donnée à l'Ukraine, ainsi que une partie de... Donc ça, ils sont en train de massacrer l'Ukraine pour récupérer les territoires perdus de l'époque, plus une spoliation, puisqu'il y a des terres rares en Ukraine, et les États-Unis veulent s'approprier les terres rares pour exploiter l'Ukraine. Enfin, bon, voilà. Pour tout dire, donc, la puissance militaire américaine s'est heurtée à comment dirais-je, la volonté politique d'un peuple de vouloir s'opposer à l'Empire. Et regarde que les yeux du monde, regarde qu'on a été chassé d'Afrique, on est chassé de partout, l'Occident. Bon allez, je termine par une poésie. Un peu de douceur dans ce monde. Non, parce que le titre, c'est « Ce monde qui fonctionne à l'envers ». C'est de la poésie quand même, c'est important. Alors, je suis parti d'un petit truc qui s'appelle « Écrire, c'est ranger le bordel qu'on a dans la tête ». Joli. C'est joli. Ce monde qui fonctionne à l'envers. Comme ce monde n'est plus que désordre, le cerveau en aucun cas ne peut être ordre. Car l'humain n'est que le prolongement de son étrange et perturbant environnement. Là où tu penses en permanence maîtriser, tu n'es que le jouet des forces dominantes, qui t'incitent à dévaler du côté obscur de la pente, dans des inclinaisons à la pensée aseptisée. Alors il te reste l'écriture en poésie, celle qui confine à l'hérésie. Les vers décrivent les intimes des vers de ce monde qui fonctionne à l'envers. Très joli. Bravo de l'avoir terminé avec cette très belle poésie. Et tu as une âme de poète. Il faut que tu travailles plus ton âme de poète que ton âme de géopoliticien.